Nous écoutons sa déclaration. Allez-y. C'est le peuple français qui, par ses représentants réunis en Assemblée nationale le 10 juillet 1940, m'a confié le pouvoir. C'est à lui que je suis venu rendre des comptes. La haute cour telle qu'elle est constituée ne représente pas le peuple français. Et c'est à lui seul que s'adresse le maréchal de France, chef de l'État. Je ne ferai pas d'autres déclarations. Je ne répondrai à aucune question. Les défenseurs ont reçu de moi la mission de répondre à des accusations qui veulent me salir et qui n'atteignent que ceux qui les profèrent. J'ai passé ma vie au service de la France. Aujourd'hui, âgé de près de 90 ans, jeté en prison, je veux continuer à la servir en m'adressant à elle une fois encore, qu'elle se souvienne. J'ai amené ces armées à la victoire en 1918. Puis, alors que j'avais mérité le repos, je n'ai cessé de me consacrer à elle. J'ai répondu à tous ses appels, quel que fût mon âge et ma fatigue. Le jour le plus tragique de son histoire, c'est encore vers moi qu'elle s'est tournée. Je ne demandais ni ne désirais rien. On m'a supplié de venir. Je suis venu. Je devenais ainsi l'héritier d'une catastrophe dont je n'étais pas l'auteur. Les vrais responsables s'abritaient derrière moi pour écarter la colère du peuple. Lorsque j'ai demandé l'armistice, d'accord avec nos chefs militaires, j'ai rempli un acte nécessaire et sauveur. Oui, l'armistice a sauvé la France. J'ai contribué à la victoire des Alliés en assurant une Méditerranée libre et l'intégrité de l'Empire. Le pouvoir m'a été alors confié légitimement et reconnu par tous les pays du monde, du Saint-Siège à l'URSS. De ce pouvoir, j'ai usé comme d'un bouclier pour protéger le peuple français. Pour lui, je suis allé jusqu'à sacrifier mon prestige. Je suis demeuré à la tête d'un pays sous l'occupation. Voudra-t-on comprendre la difficulté de gouverner dans de telles conditions? Chaque jour, un poignard sur la gorge, je vais lutter contre les exigences de l'ennemi. L'histoire dira tout ce que je vous ai évité quand mes adversaires ne pensent qu'à me reprocher l'inévitable. L'occupation m'obligeait à ménager l'ennemi, mais je ne le ménageais que pour vous ménager vous-même, en attendant que le territoire soit libéré. L'occupation m'obligeait aussi, contre mon gré et contre mon cœur, à tenir des propos, à accomplir certains actes dont j'ai souffert plus que vous. Mais devant les exigences de l'ennemi, je n'ai rien abandonné d'essentiel à l'existence de la patrie. Silence! Silence! Pendant que le général de Gaulle, hors de nos frontières, poursuivait la lutte, j'ai préparé les voies à la libération, conservant une France douloureuse, mais vivante. À quoi en effet eût-il servi de libérer des ruines et des cimetières? Pour ma part, je n'ai pensé qu'à l'union et à la réconciliation des Français. Je vous l'ai dit encore le jour où les Allemands m'emmenaient prisonnier, parce qu'ils me reprochaient de n'avoir cessé de les combattre et de ruiner leurs efforts. Je sais qu'en ce moment-ci, certains ont oublié, depuis que je n'exerce plus le pouvoir, ce qu'ils ont dit, écrit ou fait. Des millions de Français pensent à moi, qui m'ont accordé leur confiance et me gardent leur fidélité.
Je jure de servir la France tant que mes forces me le permettront. En me condamnant, ce sont ces millions d'hommes que vous condamnerez dans leur espérance et dans leur foi. Ainsi, vous aggraverez ou vous prolongerez la discorde de la France, alors qu'elle a besoin de se retrouver et de s'aimer pour reprendre la place qu'elle tenait autrefois parmi les nations. Mais ma vie importe peu. J'ai fait à la France le don de ma personne. C'est à cette minute suprême que mon sacrifice ne doit plus être mis en doute. Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière, et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres de son chef légitime. Mais, je vous le dis, à la face du monde, vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice. Et c'est un innocent qui emporterait le poids. Par un maréchal de France ne demande de grâce à personne. À votre jugement répondront celui de Dieu et celui de la postérité, qui suffiront à ma conscience et à ma mémoire. Je m'en remets à la France. Maxime Weygand, 76 ans. Après l'armistice de juin 1940, il a été brièvement ministre de la Défense dans le gouvernement Pétain avant que celui-ci en fasse son délégué en Afrique du Nord dès septembre de la même année. Il s'y comporta en proconsul, doté de tous les pouvoirs. Weygand s'était fait devise d'appliquer loyalement l'armistice, mais comme il disait, pas une virgule de plus. En conséquence, il refusa catégoriquement de laisser pénétrer les Allemands dans son fief, préférant au contraire nouer des relations étroites avec les États-Unis, qui, sous le prétexte de fournir des vivres, peuplèrent l'Algérie et le Maroc français de centaines d'agents secrets américains. Le Casablanca de Bogart, recréé à la fin de l'année 1941 dans les studios d'Hollywood, est la version superbe, quoiqu'à peine romancée, de cette réalité. Hitler fut ulcéré par cette attitude. On dit même, mais c'est sujet à caution, qu'il ordonna au service de contre-espionnage du Reich d'abattre Maxime Weygand. Le chancelier finit tout de même par obtenir du maréchal qu'il le rappelle à la fin de septembre 1941. Weygand, loyal, se soumit. Il quitta l'Afrique du Nord, mais il prit soin auparavant de se choisir un successeur de confiance. Son choix se porta sur le général Juin. En novembre 1942, lorsque les Allemands envahirent la zone libre, ils arrêtèrent Maxime Weygand et le firent emprisonner au château d'Iter avec les autres notabilités françaises. Comme on s'y attendait, il refit à son tour l'exposé minutieux des circonstances de la défaite militaire. Il présenta ensuite les avantages que donnait la signature de l'armistice et qu'il continue de défendre et d'assumer devant la haute cour. C'est la grande différence avec les témoins à charge de la première semaine. Pour Weygand, le point capital, c'est que l'armistice signé à Rotonde donnait un cadre et des lois à l'occupation de la France. Les Allemands, même enragés, ne pouvaient pas y faire n'importe quoi. Le gouvernement français demeurait leur interlocuteur naturel et obligatoire. À l'inverse, la capitulation que voulait Reynaud signifiait que la cessation des combats reposait sur les épaules de l'armée seule, qui aurait hissé le drapeau blanc, comme l'avait fait l'armée hollandaise dès le 15 mai, en forçant du même coup la reine Wilhelmine de Hollande à se réfugier à Londres. La famille royale de Hollande se rend en Angleterre où elle va trouver refuge. Pour Weygand et pour Pétain, cet exil d'un gouvernement français hors de métropole est impensable, car il aurait eu pour conséquence de livrer le pays à une administration directe des Allemands qui aurait décidé de tout, sans frein, sous la conduite d'un des leurs, un de ces tristement fameux Gauleiter, comme ce fut le cas d'ailleurs en Hollande après le départ de la reine. Weygand poursuivit sa démonstration en montrant qu'au mois de juin 1940, l'Afrique du Nord, depuis laquelle Reynaud prétendait continuer la lutte, était tout à fait indéfendable, qu'elle manquait de tout, d'armes, de matériel et d'hommes. Que depuis l'Italie, alliée des Allemands, ou depuis l'Espagne, qui lorgnait sur nos possessions marocaines, un débarquement aéroporté des forces de l'Axe était presque un jeu d'enfant. Par conséquent, messieurs,
une défense de longue durée de l'Afrique était impossible. Peut-on dire qu'en perdant par la capitulation l'honneur, le territoire français et les sacrifices qui étaient à faire étaient grands, on aurait gardé l'Afrique? Je dis non. On aurait perdu l'honneur, le territoire français et l'Afrique. Éviter le pire au peuple français. Tel a été le leitmotiv de toute sa politique. C'est à cette idée dominante qu'on peut trouver la raison de la plupart de ses actes. Je n'en citerai qu'un, pour être bref. La décision qu'il a prise en novembre 1942 de rester à sa place. Le maréchal m'a répondu: un pilote doit rester à la barre pendant la tempête. Il n'abandonne pas la barre. Si j'étais parti, c'eût été pour la France le régime de la Pologne. J'ai dit: nous aurions eu le régime de la Pologne. Et il m'a répondu: vous ne savez pas ce que c'est que le régime de la Pologne. La France en serait morte. En novembre 1942, Pétain n'est pas parti en Afrique du Nord, où pourtant tout le monde l'attendait. Les Américains d'abord, et leurs 110 000 hommes débarqués sur les plages d'Afrique du Nord, à Casablanca, à Alger et à Oran. Quelques régiments anglais les accompagnent. C'est l'opération Torche, dont le déclenchement surprend tout le monde. Pétain avait ordonné à l'armée française de leur tirer dessus. Pétain choisit d'abord le camp des pragmatiques, qui soutiennent que résister aux Américains, au moins quelques jours, est indispensable pour donner le change aux Allemands. Hitler, en effet, à la nouvelle du débarquement, a placé la barre très haut. Il a exigé du gouvernement français une déclaration de guerre en bonne et due forme aux Américains. Du coup, Laval est parti en urgence à Berchtesgaden pour essayer d'amadouer le Führer. L'Auvergnat obtiendra d'Hitler qu'il oublie la déclaration de guerre. Le président Roosevelt est tout à fait prêt à passer l'éponge du moment que Pétain se range sans ambiguïté du côté des Alliés en traversant la Méditerranée. Les gaullistes d'Afrique du Nord, que les Anglais et les Américains ont strictement tenus au secret de leurs préparatifs, ne pèsent presque rien dans la balance. Mais comme toujours, même dans les opérations les mieux préparées, il y a une part d'imprévisible, et ici, elle a le visage de François Darlan. L'amiral, dauphin officiel du maréchal, numéro 2 du régime, se trouve en Afrique du Nord au moment où débarquent les Anglo-Saxons. C'est un pur hasard. Darlan est arrivé à Alger 3 jours auparavant pour veiller son fils très malade qu'on a cru à l'article de la mort. Quoi qu'il en soit, et puisqu'il est là, sur place, à Alger, les Anglo-Saxons vont traiter avec lui. C'est de Darlan qu'ils obtiennent un cessez-le-feu qui met fin à la bataille des plages. L'Afrique du Nord française est américaine. Au matin du 10 novembre, en représailles, la Wehrmacht franchit la ligne de démarcation. C'est la fin de la zone libre. Et c'est surtout la rupture unilatérale de la convention d'armistice qui était censée protéger nos rapports avec l'Allemagne. C'est donc une occasion légitime de quitter Vichy. C'est ce que disent et redisent les plus fidèles, les plus dévoués des camarades du maréchal. Weygand, par exemple, qui est venu à Vichy pour l'exhorter à la résistance. D'autres lui conseillent de filer en Afrique du Nord. Mais Pétain reste. Et le 13 novembre, il prononce l'allocution qui va suivre. Français, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée d'Afrique, n'obéissez pas à ces chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne. C'est ce message, et celui-là seulement, que les Français de métropole et d'Afrique entendront. Aux yeux du monde, Pétain persiste à faire tirer sur les soldats que Roosevelt et Churchill ont envoyés pour libérer le pays des Allemands, et il désavoue Darlan, qui a décrété un cessez-le-feu en son nom. Mais à Alger, au même moment, l'amiral reçoit un télégramme qui dit tout autre chose. En utilisant un code chiffré, le seul qu'on a pu dissimuler aux Allemands au moment de l'armistice et que Darlan a soigneusement conservé, le maréchal lui fait savoir qu'il a toute sa confiance et qu'il lui remet les destinées de l'Empire. La défense du maréchal a bien entendu à sa disposition les témoins clés et les pièces capables d'authentifier ces échanges secrets.
C'est donc au nom du maréchal empêché que Darlan prend le titre de délégué en Afrique du Nord et traite avec Eisenhower. Écoutez pourtant ce qu'en dit le général Sérigny, qui fut son chef d'état-major pendant la Grande Guerre et qui est un ami, un vrai, un des très rares à l'appeler Philippe, et qui lui rendit visite quelques semaines après. Par conséquent, lui disais-je, le moment est venu de partir pour l'Afrique, afin de réunir toutes les forces de la France sous votre autorité en vous entendant avec De Gaulle, avec les Anglais, avec les Américains, de façon à faire front commun. Partez, monsieur le maréchal, partons! Le maréchal resta un moment silencieux, sans mouvement. Puis il me dit, vous avez peut-être raison, mais je n'ai pas le droit de partir. J'ai promis aux Français de rester avec eux jusqu'au bout. Je ne peux faillir à mon serment. Si je partais, quelles seraient les souffrances de nos compatriotes? Chaque fois que je résiste à Hitler, il me menace de me remplacer par un Gauleiter. Et un Gauleiter, vous savez ce que c'est? Demandez-le aux Belges. Ils ont autrement souffert que nous. Non, mon devoir est de rester ici pour amortir les coups. Messieurs, j'ai échoué dans la mission que je m'étais librement donnée. Je l'ai regretté parce que la présence du maréchal à Alger eût galvanisé la résistance. Mais reconnaissez tout de même qu'il y a quelque chose d'émouvant dans ce geste d'un homme qui reste pour tenir un serment et pour s'efforcer d'empêcher son peuple de souffrir. À la couronne de gloire que je lui offrais et qu'il lui était si facile de saisir, il a préféré une couronne d'épines. C'est tout de même, messieurs, un beau sacrifice. J'espère que vous le comprendrez. Et si vous ne le comprenez pas, l'histoire, elle, le comprendra. L'intervention du général Lafargue, elle, fit sensation. Car Lafargue, général de division en activité, directeur de l'infanterie au ministère de la Guerre, portait cousu sur sa vareuse l'écusson du régiment Rhin et Danube. Il avait dans ses rangs combattu les Allemands jusqu'au cœur du Reich vaincu. Ça ne l'empêcha pas de... Ce fut un beau tumulte. Lafargue, pourtant, savait à quoi s'en tenir. Lafargue défendit hardiment la thèse selon laquelle l'action du général de Gaulle à l'extérieur et celle du maréchal Pétain à l'intérieur étaient complémentaires. Et le maréchal n'était pas un exécutant, c'était le directeur de la manœuvre. Puis, Lafargue s'en alla et... il fut relevé de ses fonctions le soir même. Messieurs de la haute cour, depuis de longues journées, j'entends les mots armistice, montoire, Assemblée nationale, et j'ai quelquefois le sentiment que me reviennent comme un écho d'autres mots, Légion des volontaires français, même loi raciale, lutte contre la résistance. C'est de tout cela qu'il m'appartient de vous entretenir. La politique du maréchal était la suivante: sauvegarder, défendre, acquérir des avantages matériels, mais souvent au profit de concessions morales. La résistance a eu une conception contraire. Elle ne cherchait point à éviter les sacrifices immédiats. Dans la continuation du combat, elle voyait d'abord des avantages moraux, mais au-delà, la vie des États n'est pas la vie des individus. S'il est grave qu'un individu ait acquis des avantages matériels au prix de concessions morales, dans la vie de l'État, il en va autrement. Les concessions morales qui étaient susceptibles de porter atteinte à l'honneur du chef, c'était le chef seul qui les supportait. Mais les avantages matériels, ils étaient pour qui? Ils étaient pour le peuple français. Oui, je veux bien prendre la parole. Au cours de ce procès, je vais garder volontairement le silence, après avoir expliqué au peuple français les raisons de mon attitude. Ma pensée, ma seule pensée, a été de rester avec lui sur le sol de la France, selon ma promesse
pour tenter de le protéger et d'atténuer ses souffrances. Quoi qu'il arrive, il ne l'oubliera pas. Il sait que je l'ai défendu comme j'ai défendu Verdun. Messieurs les juges, ma vie et ma liberté sont entre vos mains. Mais mon honneur, c'est à la patrie que je le confie. Disposez de moi selon vos consciences. La mienne ne me reproche rien, car pendant une vie déjà longue, et parvenu par mon âge au seuil de la mort, j'affirme que je n'ai d'autre ambition que de servir la France.